Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Ce soir, nous recevons M. Boubacar Jim. Il est expert en gestion des conflits et président du mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Avec lui, nous allons parler de l'esclavage, notamment ce phénomène qui se passe actuellement à Kaye, dans le nord et même à Koulikoro. Monsieur Jim, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette lutte? Bon, en fait, notre organisation est une organisation qui lutte contre toute forme de violation des droits humains sur toute l'étendue du territoire malien. Nous intervenons dans toutes les actions de communication, de sensibilisation liées à toutes les formes de violation des droits humains. Donc, par ces dernières années précédentes, nous avons vu que la question de l'esclavage reparaît à plusieurs reprises et on a été saisi par des organisations soninké qui luttent contre cette pratique ignoble et d'une autre époque. Donc, d'où notre entrée dans cette lutte. On a été saisi officiellement par des gens qui ont été vraiment opprimés dans cette lutte. Nous, en tant qu'organisation qui défend les droits humains sur toute l'étendue, on s'est saisi de la question pour vraiment prendre à bras le corps, pour mener beaucoup d'activités, que ce soit d'information, de communication, de sensibilisation et surtout d'interpellation au niveau du gouvernement quand il s'agit de cette question. Alors vous, en tant qu'expert, quelle définition donnez-vous par rapport à l'esclavage? Bon, en fait, l'esclavage, la définition de l'esclavage, elle est très simple. Quand vous regardez toutes les définitions classiques, l'esclavage, c'est quoi? C'est lorsqu'un individu est sous une dépendance totale ou absolue d'un autre individu qui se dit maître. C'est-à-dire, cette dépendance peut être soit quoi? Elle peut se manifester comme... L'individu peut être présenté comme un bien matériel, il peut être acheté ou vendu. Il peut aussi être utilisé pour des travaux forcés, il peut être utilisé aussi pour des besoins sexuels. Donc c'est ça la définition classique de l'esclavage. Voilà, ce qui se manifeste aussi aujourd'hui dans notre sous-région, c'est de l'esclavage par ascendance, parce qu'il y a des gens qui ont immigré dans d'autres contrées, dans d'autres communautés. Et le fait qu'ils sont venus pratiquement des siècles avant la création de ces localités, on les a taxés d'esclaves. Donc toutes leurs descendances ont été comme des descendants d'esclaves. Alors, quel état des lieux peut-on faire actuellement au Mali? Oui, bon, en fait aujourd'hui, l'état des lieux de l'esclavage par ascendance au Mali est vraiment une pratique qui n'honore pas notre cher pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu, depuis 2018, on est en train d'assassiner les gens, on est en train de ligoter les gens, on est en train de torturer et battre des gens à mort, simplement parce qu'ils ne veulent plus se soumettre au statut d'esclave. Et on a remarqué aussi que des chefferies traditionnelles, que les chefs de village ne veulent vraiment pas faire bouger les lignes. D'où chaque fois ces violences sont répétées et on voit toujours des gens qui sont chassés de leur village simplement parce qu'ils ne veulent plus être appelés esclaves. Bon, cette révolte a commencé depuis vers 2017-2018. Parce que vous savez, les gens qu'on dit descendants d'esclaves, c'est des gens aujourd'hui qui ont fait de grandes écoles, de grandes universités. Et maintenant, quand ils sont sortis au-delà des frontières maliennes, ils ont vu que vraiment leurs parents sont en train de vivre des traitements inhumains, dégradants et cruels. Donc, ils ont voulu vraiment rectifier les tirs en s'émancipant, simplement. Donc, dans cette révolte, ils ont créé une organisation qui lutte contre l'esclavage. Donc, d'où le nom de Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès, qui est notre partenaire dans cette communauté et dans ce combat. Donc le fait qu'ils ont commencé à s'émanciper, à avoir des créneaux juridiques pour essayer de réclamer leurs droits, que ce soit les litiges fonciers, que ce soit sur les discriminations raciales, que ce soit les délits liés à cette pratique honteuse, les gens ont commencé à sortir peu à peu. Et au niveau des notabilités, au niveau des gens qui se proclament maîtres, parce qu'on n'est pas maître comme on veut. Les gens qui se proclament maîtres, c'est les gens qui ne veulent vraiment pas que cette histoire cesse. Parce qu'eux, ils disent que
ils ont trouvé cette coutume en place. Et cette coutume, et il faut qu'eux, ils soutiennent cette coutume. Donc, ils préfèrent mourir que cette coutume soit effacée. C'est comme ça l'histoire de l'esclavage dans cette communauté. Alors, vous venez de dire tout à l'heure que depuis 2017-2018, Oui. ce phénomène continue jusqu'en 2020. Des jeunes qui ont mis des associations en place, Oui. est-ce que jusque-là, ils ont pu faire quelque chose de concret? Parce que c'est des vies qui sont en danger, c'est des pertes humaines. Oui, en fait, les pertes humaines dans un combat, ce n'est pas à éviter. Parce que c'est les gens qui ont vraiment donné leur vie pour que ce combat voit le jour. Je fais référence aujourd'hui aux militants tués dans le cercle de Nioro à Djandjoumé, à 65 km du cercle de Nioro. C'est les gens qui ont gagné un procès contre des chefs de village sur un litige foncier. Donc, le fait qu'ils ont gagné un procès contre le chef de village, et les chefferies, c'est-à-dire les nobles, les gens qui se disent nobles dans ce village, ont vécu ça comme une humiliation. Donc du coup, ces gens ont été lynchés jusqu'à ce qu'il y ait 4 personnes qui ont été pratiquement abattues sur le coup. Donc il y a eu plusieurs blessés. Bon, actuellement, on a fait plusieurs arrestations. Jusqu'à présent, le dossier suit son cours. Je n'aimerais pas entrer, ça c'est le domaine judiciaire. Bon, en fait, c'est ça le problème. Maintenant, les gens, ça se manifeste par des litiges fonciers, comme je vous l'ai dit, les discriminations raciales. Donc chaque fois, ces jeunes, ils ont tendance à recourir aux leviers juridiques disponibles. Parce qu'aujourd'hui, au Mali, nous n'avons pas de loi spécifique qui criminalise, qui condamne et qui sanctionne cette pratique de notre époque. Aujourd'hui, le Mali a ratifié plusieurs traités internationaux et sous-régionaux. Mais aujourd'hui, le Mali n'a pas mis en place un système qui garantisse le respect de ces traités. Est-ce qu'on peut comprendre par cela le silence de l'État? Oui, en fait, le silence de l'État est dû à quoi? Aux sensibilités, aux notabilités. Parce qu'ils disent que oui, c'est des questions sensibles, il ne faut pas qu'on s'hasarde là-dessus, c'est des coutumes. Les gens le disent, le lada. Le lada, c'est quoi? C'est des coutumes, les chartes. Maintenant, une coutume qui s'applique à une seule partie. Pour moi, je crois que si les deux parties, une partie veut rompre cette charte, moi je crois que ça ne doit pas être un problème et ça ne doit même pas être un problème dans un état de droit. Parce que ces chefs de village qui sont là, qui ne veulent pas faire bouger les lignes, c'est les gens qui pensent que les décisions, et ils sont au-dessus des décisions de justice. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Quand un juge décide de retirer des terres, maintenant, si c'est à l'encontre des nobles, des chefs de village, et ils ne donnent pas les terres et ils disent que oui, les coutumes sont devant les lois de la République. C'est ce qui est vraiment regrettable dans ce combat. Alors, à vous entendre, M. Jim, on a l'impression que l'État ne s'assume pas. Voilà, est-ce qu'on peut comprendre? Oui, en fait, on a toujours dit que l'État ne s'assume pas. Mais le problème, c'est quoi? L'État n'a pas de moyens juridiques pour s'assumer. La seule condition où l'État peut s'assumer, c'est qu'il prenne les propositions de projets de loi qui ont été faites. Il y a eu une proposition de projet de loi qui a été faite par une organisation qui s'appelle TEMEL. C'est le lieu de les remercier. C'est des partenaires très techniques et très courageux qui sont dans cette lutte depuis pratiquement 15 ans, qui ont reçu toutes sortes de menaces, d'intimidations. Donc ils ont fait un avant-projet de loi qui est tout à fait bien concis. L'État, à la dernière minute, l'État a retiré ce projet de loi. Donc nous, on demande à ce que ce projet de loi soit relu encore et transmis au gouvernement de transition afin qu'il soit adopté au Conseil national de transition. C'est ça seulement qui peut nous faire sortir de ce problème-là actuellement. Ok. Selon vous, faudrait-il mettre l'accent sur la sensibilisation ou la répression? Bon, en fait, on doit mettre l'accent sur la sensibilisation et en même temps la répression. Parce que on ne va pas s'arrêter de sensibiliser. Même s'il y a répression, on les sensibilise. La répression est dans la sensibilisation. Maintenant, à force, on a fait beaucoup de sensibilisation.
que ce soit notre organisation, que ce soit... Est-ce qu'on peut dire par cela que vous avez échoué? Parce que non, en fait, 2017 à 2020, on n'a pas échoué. C'est des personnes Moi, qui sont... je ne dirais pas d'échec, parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Et ça continue aussi, monsieur? Oui, oui, ça continue dans certaines localités, mais ça s'est arrêté dans certaines localités aussi. On a sensibilisé certaines communautés, des chefs de village ont signé des protocoles d'accord, et on a vu que cette pratique n'existe plus dans certaines localités. On a vu aussi que beaucoup de personnes ont été arrêtées lors de nos dénonciations. On a vu aussi beaucoup de personnes sont retournées dans leur village. Mais malheureusement, jusqu'à présent, dans la seule région de Caille, nous avons plusieurs milliers de déplacés qui sont entre Bamako, Kita, Koulikoro et d'autres même au sein de la diaspora. Parce qu'on les dit, si vous refusez de vous soumettre au statut de l'esclave, alors vous n'avez plus le droit à la santé, vous n'avez plus le droit à l'éducation, vous n'avez plus le droit à la culture. Vous n'avez aucun droit fondamental dans le village. Et si vous ne faites pas attention, le restant de famille qui est dans le village est toujours ligoté, est toujours intimidé, voire même chassé à la fin. Alors, pour les cas de Koulikoro, oui, les cas d'esclavage à Koulikoro, qu'est-ce que vous avez mis en place? Non. Parce qu'on a l'impression le phénomène prend de l'ampleur de jour en jour. Non, aujourd'hui, vous savez, nous, les organisations de la société civile, nous travaillons avec le cadre de concertation de la Commission nationale des droits humains et la coalition malienne de lutte contre l'esclavage. C'est le lieu de remercier le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Agui Boiré, qui a pris ce dossier vraiment avec courage. Parmi tous les présidents de la CNDH, il est le président qui s'est vraiment battu pour que justice soit rendue à ses victimes. Mais malheureusement, les organisations sont limitées. Nous ne pouvons pas prendre le rôle de l'État. Nous ne pouvons pas jouer le rôle de l'État. La CNDH, c'est vrai, c'est une organisation administrative et indépendante, mais elle est limitée. Mais il faut qu'il y ait un accompagnement derrière. Même actuellement, nous avons 80 déplacés qui sont venus pas plus d'un mois, qui sont à la Cité des enfants, qui sont pris en charge par des organisations de société civile, la société civile et les organisations non gouvernementales. Donc, aucun système, aucune mesure mise en place pour les faire retourner dans leur village. Donc, l'État aujourd'hui doit se saisir réellement de ce dossier et essayer de punir les vrais auteurs de cette pratique. Donc, nous, on ne peut pas jouer le rôle de l'État. Nous, on ne peut que communiquer, alerter, dénoncer, sensibiliser et informer. On ne peut pas dépasser ça. On ne peut pas dépasser ça. Il faut qu'on soit... On ne peut pas se mettre dans la peau de l'État. Mais on est obligé toujours interpeller l'État pour qu'il prenne des mesures fortes. Parce que l'État du Mali aujourd'hui est caractérisé d'une faiblesse pas possible. Les institutions sont fragilisées, qu'elles soient judiciaires, qu'elles soient politiques, qu'elles soient législatives. Elles sont tous fragilisées. Donc, on continue. C'est un combat de longue haleine. L'Afrique est sortie de l'esclavage après plusieurs siècles. Justement. Donc, on assiste de nos jours à ce même esclavage. Voilà. En Afrique et fait par les Africains. C'est ce que les gens, la Mauritanie, nos collègues de la Mauritanie, du Maroc nous ont appelés. Ils disent, mais Jim, nous on croyait que c'était la peau noire contre la peau rouge. Mais on voit ce qui se passe au Mali, ça nous interpelle tous. Raison pour laquelle ils ont créé un réseau africain de lutte contre l'esclavage qui se nomme la coordination des organisations africaines de lutte contre l'esclavage, dont notre organisation est membre fondateur de cette coordination, pour lutter contre ce fléau qui est devenu un cancer aujourd'hui dans la sous-région, que ce soit le Mali, que ce soit la Gambie, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Mauritanie, tous ces pays, le Tchad, que ce soit tous ces pays du G5 Sahel, aujourd'hui nous assistons à des communautés qui sont stigmatisées parce qu'ils ne sont pas issus de cette communauté, on les traite d'esclaves partout. Est-ce que vous voyez? Pire encore, les jeunes qui ont émigré vers la diaspora, que ce soit en France, aux États-Unis, en Europe, et ils se sont mariés à des Européennes.
Donc quand ils se sont mariés à des Européennes, maintenant leurs enfants ne veulent plus venir parce que quand ils viennent au village, on leur dit oui, ton papa est un esclave. Vous voyez ce que ça fait contre ta progéniture. Donc à cause de cela, des gens ont complètement délaissé leur village, ils ont complètement délaissé le Mali. Ils ne veulent même pas que les gens sachent qu'ils viennent du Mali parce qu'ils ont été stigmatisés. Imaginez-vous, les Camara, les Konaté, les Kanouté, les Traoré, les Djara, les Diallo, les Bari, pour ne citer que, sont considérés comme des esclaves, des descendants d'esclaves dans cette communauté. Est-ce que vous voyez? Alors que c'est tous des fils du Mandé. Moi, avant, il y avait pas, le Mandé était indivisible, mais aujourd'hui, c'est les mêmes enfants du Mandé qui prennent d'autres enfants du Mandé comme esclaves. Vous voyez que c'est ahurissant et c'est regrettable aussi. Alors, est-ce qu'on peut comprendre, est-ce que vous avez le soutien de la diaspora malienne dans cette lutte? Est-ce qu'il y a de ces personnes-là à l'extérieur du Mali, voilà, qui vous soutiennent dans cette lutte? Oui, comme je vous ai dit, nous, on travaille en corrélation avec une organisation qui est incontournable dans cette lutte contre l'esclavage en milieu soninké, qui s'appelle le Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès, alias Gambana, qui signifie égalité en droit, en dignité et en devoir en langue soninké. Donc c'est les gens qui ont créé cette organisation, cette structure en France. Donc du coup, à partir de là-bas, ils ont créé des cellules de coordination dans toutes les localités de la région de Caille et de Koulikoro. Donc chaque village, chaque commune, chaque cercle, chaque région, ils ont des cellules de communication, de coordination. Ils ont des coordinations. Donc nous, en tant qu'organisation aussi qui limite et qui lutte en partie contre cette pratique, nous, on travaille. Ces coordinations nous servent de relais pour nos questions, pour nos communications, pour nos informations et pour nos dénonciations. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes dans ces communautés, nous, on est automatiquement saisis et on est pratiquement sur le front. Parce qu'on a fait plusieurs déplacements, que ce soit dans beaucoup de localités de la région de Caille. Il y a beaucoup de foyers de tension, il y a beaucoup de camps de déplacés aussi. Donc c'est comme ça que ça se passe et cette organisation, elle est on travaille. Ils nous soutiennent techniquement et on se sert d'eux pour soutirer de bonnes informations parce que eux, ils sont pratiquement les vrais concernés de cette pratique-là. Alors, Monsieur Jim, les victimes voilà, de l'esclavage peuvent-elles porter plainte et qui doit les assister? Comme je le disais tantôt, l'esclavage n'est pas considéré comme un crime au Mali. Alors que dans tous les traités internationaux, dans la Constitution, l'esclavage est un crime contre l'humanité. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas porter plainte devant les juridictions de notre pays en disant pour motif d'esclavage. Cette plainte n'est pas recevable. Mais aujourd'hui, on peut porter plainte sur des infractions découlant de cette pratique. Maintenant, c'est-à-dire la discrimination raciale, ceci, c'est les descendants d'esclaves. Si on te dit que tu es descendant d'esclaves, voici, tu peux porter plainte pour discrimination. Ou si on te frappe, oui, parce que tu es descendant d'esclaves, tu peux porter plainte pour coups et blessures volontaires. Ou si on incendie ton grenier, ta voiture, tu peux porter plainte pour incendie volontaire. C'est-à-dire ce sont les infractions qui découlent de cette pratique qui peuvent être jugées et condamnées. Mais cette pratique en tant que telle n'est pas considérée comme une infraction dans le code pénal actuel. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ça le problème. C'est ça qu'on fait, on communique beaucoup là-dessus pour faire le plaidoyer afin qu'une loi soit prise pour condamner cette pratique ignoble. Alors que, selon vous, l'État doit mettre quoi en place pour mettre fin à tout ça? Non, en fait, ce que j'ai toujours dit, l'État doit d'abord prendre, c'est-à-dire arrêter tous les auteurs de cette pratique. D'abord. Tous les auteurs et complices.
de cette pratique. Ensuite, sensibiliser les gens. Après avoir sensibilisé les gens, essayer de prendre une loi qui criminalise cette pratique. Parce qu'il y a des gens qui sont là et ils sont prêts pratiquement à toujours chicoter et bastonner. Quand il s'agit, si tu n'es pas esclave, paf, lui, il faut le battre à 100. Donc ce sont ces gens, les gens qui entretiennent cette pratique doivent être réprimés conformément au code pénal malien. En ce moment, quand on réprime avec la rigueur qu'il faut, moi je crois que certaines personnes, certaines velléités peuvent s'estomper. Moi je pense que c'est la raison. Ça n'empêche pas la sensibilisation, mais ça peut jouer beaucoup sur la répétition de ces atrocités. Selon vous, est-ce que des textes suffisent pour d'abord pour abolir cela, ou est-ce qu'on doit dépêcher, l'État doit dépêcher des personnes sur le terrain pour éradiquer à cela? Est-ce que seulement les textes suffisent? Oui, en fait, vous savez, ce n'est pas les textes seulement. Les textes jouent beaucoup. Mais il faut aussi qu'il y ait de bonnes qualifications des faits. Il faut qu'il y ait un juge courageux, un procureur courageux qui peut vraiment qualifier ces faits d'esclavage par ascendance. Donc, il y a beaucoup de textes au Mali qui ont été votés, mais qui ne sont pas appliqués. Parce que les gens n'ont pas le courage de les appliquer. C'est ça. Quand on est en train de faire le plaidoyer pour cette loi. Maintenant, quand on va avoir cette loi, on va essayer de former aussi des magistrats. On va essayer aussi de former des acteurs de la chaîne pénale pour qu'ils prennent vraiment ces dossiers minutieusement et qu'ils les qualifient comme ils viennent. C'est ça la solution. Alors, on est pratiquement à la fin de cette émission. Voilà, quel est votre dernier mot? Bon, en fait, moi, mon dernier mot, c'est à l'encontre de toutes ces victimes de l'esclavage, des gens qui sont décédés, paix à leurs âmes, des gens qui sont toujours blessés, on les souhaite prompt rétablissement, et des gens qui sont pratiquement déplacés, qui ont fait pratiquement 4 années, qui ne cultivent pas et qui vivent que des dons. Ce n'est pas des dons de l'État, c'est des dons des organisations féminines, de la société civile, et j'en passe. Donc l'État doit revenir en arrière et suivre ces victimes et les regarder et chercher, mettre en place une commission pour les faire retourner dans leur village. Parce que cette pratique ne peut pas se faire. Parce que là où ces gens-là sont déplacés, par exemple, les déplacés de Mambré se sont déplacés, il y a au moins près de 1800 personnes qui se sont déplacées dans la région de Kita. Bon, ces gens qui sont déplacés, est-ce que 100 ans après, on ne dira pas à leurs petits-enfants que vous étiez esclaves dans votre village, descendants d'esclaves dans votre village, et vous êtes venus, c'est nous qui nous avons donné un toit. Donc ça aussi, ce n'est pas à exclure. Ces déplacés aussi, leurs descendants peuvent être taxés de descendants d'esclaves. Vous voyez comment est-ce que ce problème a une longue portée. Donc tant que l'État ne s'assume pas et l'État ne mette pas la pression sur la chaîne judiciaire afin que cette pratique cesse, moi je crois qu'on est parti pour très longtemps. Alors, c'est la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous étions avec M. Boubacar Jim. Je rappelle qu'il est expert en gestion de conflits et président du mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme. À très bientôt sur la panafricaine.